Si. Bonjour à tous. Juste à tout hasard, j'hésitais à faire la présentation en anglais ou en français, mais il y a une majorité de français. Ouais, ok, je pars en français alors. Aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu d'identité digitale, comme la présentation précédente d'Anthony de France Identité. Et j'attaque un peu le sujet en évoquant en premier le problème de l'âge, qui est un sujet en ce moment extrêmement sensible sur Internet. Et politiquement, on l'a encore évoqué hier soir avec le Sénat qui a passé son tour sur la loi de la preuve d'âge. Aujourd'hui, il y a environ 2,3 millions de mineurs par mois, c'est le chiffre de l'Arcom, qui se rendent sur des sites adultes par mois, enfin mensuellement. Et 87% des 11 à 12 ans qui utilisent au moins un réseau social. Donc en France aujourd'hui, un enfant de 12 ans peut ouvrir un réseau social, un compte sur un réseau social, acheter un couteau en ligne, accéder à un site de jeu d'argent. Et dans la plupart des cas, la seule chose qui est entre lui et le site, c'est une checkbox qui dit j'ai plus de 18 ans. La loi SREN de janvier 25, qui a imposé la vérification d'âge, notamment pour les sites adultes, a mis en place des protocoles et des attentes pour que ça marche. Ces attentes-là, l'attente principale, c'était ce qu'on appelle le double anonymat. C'est l'idée que quand vous allez vous connecter à un site qui vous demande de prouver votre âge, le provider d'identité doit vérifier votre âge sans savoir quel service vous voulez visiter. Et inversement, le service final, lui, doit avoir la vérification sans connaître votre identité. C'est assez élégant comme solution, mais il y a aujourd'hui assez peu de solutions en place qui le respectent, enfin de plateformes qui le respectent. Qu'est-ce qui est aujourd'hui principalement déployé pour l'appliquer ? Vous allez envoyer un service tiers, une photo d'un document d'identité complet avec toutes les données. Et c'est pas vraiment du double anonymat, c'est en fait une fuite de données en attente et c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, avec l'arrivée du wallet européen, il y a des attentes encore plus fortes et on est passé du concept de double anonymat à ce qu'on appelle l'unlinkability. C'est l'incapacité d'un site à savoir que vous êtes présenté 2 fois de suite et que c'est vous qui s'est présenté sur ce site 2 fois de suite. Donc je pourrais très bien me connecter, je ne sais pas moi, pour acheter du vin à un site, offrir une preuve de ma majorité et refaire le même process 10 minutes plus tard, le site ne devrait pas savoir que c'est moi. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? Tout simplement parce que aujourd'hui, il y a un framework légal et des règlements en Europe qui apparaissent avec eIDAS 2. Il y a tout un tas de standards techniques qui sont à jour aujourd'hui, qui sont arrivés à maturité un peu dans une version 1, qui sont implémentables. Et puis, il y a une volonté du public et une volonté politique que ça arrive. Dans ce contexte, je dirais aujourd'hui qu'on arrive dans une nouvelle ère cyber, puisque la surface d'attaque a explosé. Auparavant, on disait, c'est une citation de Marc Andreessen, un investisseur américain, qui disait le software mange le monde, en indiquant que le code était maintenant partout, etc. Et qu'il y avait une énorme surface d'attaque là-dessus. La réalité maintenant, c'est que c'est l'IA qui mange le code et que du coup, on a une surface d'attaque qui est infiniment supérieure avec demain peut-être 800 milliards d'agents IA qui se promènent dans la nature. Donc le modèle de la menace lui-même a changé. Et on ne doit plus seulement penser en termes de fuite de données, mais de la réalité qu'on est incapable aujourd'hui de faire la différence entre ce qui est réel, légitime, humain, autorisé ou non. Un exemple récent, le ministère de l'Éducation nationale a lancé une opération de phishing test auprès de la population des parents. Et du coup, ils ont envoyé un faux message à 9,2 millions d'élèves, de parents et d'enseignants pour tester leurs réflexes en cybersécurité. Plus de 10% ont échoué. Donc, l'enjeu aujourd'hui, fondamentalement, c'est de rendre n'importe quoi vérifiable. On a vécu dans un monde où nous, les humains, on est habitués à envoyer des documents, des scans, des PDF, et on n'a absolument aucune façon de vérifier qu'ils n'ont pas été modifiés. Et les méthodes ou alors, si on le fait, les méthodes qu'on utilise, elles sont assez maladroites, elles sont basées sur l'image, la reconnaissance, etc. Et en fait, on établit un taux de confiance, en fait, que le document est réel, on vérifie qu'il n'y a pas trop de brillance, on demande aux gens de montrer leur visage face caméra, d'envoyer leurs documents, etc. En réalité, il faut rendre les choses réellement vérifiables. Et comment est-ce qu'on a toujours fait ça ? En fait, c'est assez ancien, hein, avec de la cryptographie. Et la réalité, c'est que la France s'y est collée il y a plus de 13 ans.
Je ne sais pas si vous avez, a priori, tous reçu un jour ce genre de document, qui est un avis d'imposition. Et je ne sais pas si vous le savez, mais que ce QR code là contient une signature cryptographique. Ça s'appelle 2D Doc. C'est des codes barres qui sont présents sur jusqu'à possiblement une cinquantaine de documents utilisés par l'État, mais aussi des services privés, dont les attestations d'énergie qui sont utilisées comme justificatif de domicile, etc. Et le barcode, le code barre, le QR code, il contient tout un tas de champs de données qui sont des références à qui vous êtes, l'adresse, le numéro de contrat, etc. Malheureusement, l'infrastructure existe, mais elle est relativement aujourd'hui peu utilisée. Je vais quand même vous montrer comment ça marche, puisqu'on l'a implémenté. Et ça, c'est assez marrant. Hop. Alors là, ouais, vous voyez bien. Ok, cool. Je vais glisser-déposer une attestation titulaire de... Alors attendez, hop, j'y suis pas du tout. De EDF. Je ne sais pas s'il y a assez de réseau, c'est un peu lent. Voilà. Et elle est immédiatement vérifiée. On peut voir qu'elle a été émise par Engie. C'est ma facture d'énergie, avec mon nom, mon adresse, etc. Et puis, on vérifie que la signature est cryptographiquement valide, que le certificat a été bien trouvé, etc., etc. Puis ensuite, on va le comparer avec les données qui sont effectivement présentes dans le document. Et là, s'il y a un match, pour le coup, avec ce QR code qui, pour le coup, est infalsifiable et le PDF lui-même, on a une preuve quand même assez élevée que ce document est vrai. Ça existe depuis 2013. C'est aujourd'hui assez peu implémenté. Mais aujourd'hui, on arrive dans l'âge des wallets, comme on l'a vu dans la conférence juste avant, avec France Identité notamment. Mais ça arrive partout en Europe avec EIDAS2 et dans le monde, puisqu'il y a pas mal d'autres pays qui s'y mettent, comme les États-Unis, etc. Comment est-ce qu'on rend cette confiance-là utilisable réellement? Il faut que ce soit portable, il faut que ce soit dans la poche des utilisateurs, dans leur téléphone, que ça n'appelle pas de base de données centralisée, etc. Et que ce soit poussé par des sources authentiques. Donc au lieu d'un code barre sur un PDF, on a un document réellement qui est dans le wallet, qu'on peut présenter n'importe où et qui est vérifiable. Et quand je parle de sources authentiques, je ne parle pas juste de l'État. Par exemple, vos opérateurs de télécom, ils ont énormément de données à votre sujet. Ils savent si vous avez a priori une ligne qui est plus de 18 ans, si vous aviez plus de 18 ans quand vous l'avez ouverte, et du coup, ils connaissent votre âge actuel. Et ils peuvent aussi faire du KYC, etc. Et à partir de là, on peut émettre des documents dans des wallets qui sont profondément vérifiables. Pour revenir, du coup, un peu au sujet de la preuve d'âge elle-même, il y a un fondamental qui est vraiment très intéressant. C'est que les documents qu'on va émettre dans les wallets, ils vont être chargés a priori d'énormément de données, autant de données à minima que vous en avez sur un document physique, mais on peut en mettre infiniment plus. Mais au moment de le présenter, vous allez pouvoir partager seulement une fraction, un fragment de ces données-là, en fonction du consentement et de ce qui est requis par la plateforme tierce. Donc typiquement, en utilisant ma carte d'identité complète, je suis capable, en me connectant à un site, de prouver seulement que j'ai plus de 18 ans. Je vais vous montrer un petit peu ça rapidement. Pardon, vous voulez... Hop, je transitionne à ça. Et ça. Hop. Voilà. Je fais une petite démo toute simple sur la vérification d'âge, où je vais ouvrir France Identité, qui est un peu longue à charger aujourd'hui. Hop, voilà. Et je vais pouvoir, moi, scanner ce QR code. Attendez, j'arrive pas à le lire. C'est fâcheux. Il y a un reflet. Voilà. Et là, on me demande de consentir à partager, là, uniquement la conformité avec la limite d'âge. Donc, j'utilise là, pour le coup, ma carte d'identité réelle, c'est en production. Mais je ne partage même pas ma date de naissance, même pas mon âge réel, mais le fait que j'ai plus de 18 ans. Et donc, je consens. Et c'est instantanément vérifié. Je ne sais pas pourquoi c'est si flou. Et ça, c'est très bien sur Internet. Ça fonctionne avec n'importe quelle plateforme. Ça s'intègre en 2 lignes de code. Et c'est compatible non seulement avec France Identité, mais avec tous les wallets européens à venir, puisque ça opère sur les mêmes standards. Et demain, si je vais chez le buraliste acheter des cigarettes, je peux faire la même chose à proximité. Et pour le coup, le faire d'une façon qui ne passe pas du tout par Internet. Et donc là, je vais présenter un QR code
à ma webcam, si elle veut bien me reconnaître. Voilà. Et je vais me connecter en Bluetooth directement au téléphone et partager ces données après avoir consenti. Ce que je fais instantanément. Voilà. Donc là, j'ai vérifié mon âge directement entre cet ordinateur et mon téléphone. Hop. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Ça peut aussi très bien fonctionner, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, sur un service comme une boutique en ligne. Ça, c'est un exemple qui est en production. Par exemple, on a développé une application pour Shopify qui est plug and play dans n'importe quel store dans le monde. Et donc là, vous allez acheter des stickers à 0 € qui sont chez nous. Alors, il me connaît là, donc il me reconnaît malheureusement parce que j'y ai été tout à l'heure. Mais il présente exactement le même QR code avant de passer au checkout. Et si j'essaie de bypass les choses et de me rendre au checkout directement, il y a un blocage côté serveur, etc. Donc ça, c'est implémentable sur n'importe quel store e-commerce dans le monde pour avoir une preuve d'âge qui est complètement fiable. Alors qu'aujourd'hui, je dirais que 99% des boutiques en ligne sont encore sur oui, non, j'ai plus de 18 ans. Hop. Donc voilà, à ce stade, là, on a vérifié l'âge à distance, en présence, etc. Donc quel est notre rôle, nous, vérifiable en tant que société privée? C'est d'aider les sociétés à intégrer l'identité digitale. On est une boîte française et on gère tout le cycle depuis l'émission de documents, un wallet potentiellement, puisque comme Anthony Carmol le disait avant, potentiellement les gens n'auront pas toujours envie de présenter leurs documents avec l'application officielle du gouvernement, etc. Et on a des SDK et des API pour intégrer ça de façon extrêmement simple dans les systèmes. On fait ça avec tout un tas de partenaires de confiance. On travaille dans Aptitude, par exemple, qui est le consortium européen sur le wallet, dans un work package qui est le work package 6 sur les paiements. Et on est très fiers d'avoir obtenu le badge Ready for France Identité. Dans ce contexte, nous, notre rôle, c'est vraiment de gérer tous les standards qui sont quand même extrêmement nombreux, une énorme stack technique, et de les maintenir à jour et d'être compliant pour que les entreprises avec qui on bosse n'aient pas à le faire. Quelqu'un tout à l'heure a demandé un peu comment fonctionnait la sécurité. Je ne sais pas s'il y a des gens un peu plus techniques dans la salle et si j'ai le temps, mais je vais le faire très très rapidement. La présentation d'un document, elle est liée à un modèle de sécurité qui est double. D'abord, il y a l'émetteur du document. Par exemple, pour la carte d'identité, ça va être France Identité. Et ils ont un certificat qui est signé. Et quand on reçoit le document dans le wallet, il est basé sur la signature du coup de l'émetteur. Mais il y a une deuxième couche qui est lors de la présentation où le wallet lui-même resigne ça en présentant les données sous-jacentes et de façon qui est liée au device également. Donc on ne peut pas transplanter des documents d'un device à un autre, ça ne marche pas, ils sont directement liés au wallet. Et le verifier, qui a le rôle du coup de vérifier la validité de ces documents, vérifie les deux. Voilà, et donc comme vous voyez, il y a pléthore de standards, notamment sur les documents aujourd'hui acceptés en Europe, il y a 3 standards qui seront acceptés. Il y a tout un tas de protocoles pour les présenter. Et c'est notre rôle avec nos API et nos SDK de rendre ça abstrait et simple. Donc voilà où on en est. Aujourd'hui, on passe de envoyez-moi un PDF scanné à des preuves cryptographiques inviolables, infalsifiables, qui font qu'on peut rétablir de la confiance sur Internet. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Delamarre.